RDS et Balcon présente le petit paquet. Yes! Oh, check le François en train de faire du air guitar avec sa glorieuse tignasse de rocker, hein, quand même. D'habitude, on est habitué de te voir les cheveux attachés en arrière, mais là tu laisses toute la population bénéficier de ce poil-là. Ça fait dire que peut-être que l'année 2021 sera l'année du retour du rock. Et même, c'est un T-shirt de Kenny Omega qui fait très, très rock. Donc, écoute, c'est ça, peut-être qu'on va être débarrassé du hip-hop, là. Hein, comment? Fini le rap et le hip-hop, là. On ramène le rock cette année. J'ai rien contre le rap. J'en ai bien profité là, durant la décennie 2010, là, qui était clairement son âge d'or, mais en même temps, là, il est temps que le rock reprenne sa place qui lui revient de droit là, au sommet des pyramides de la musique dans le monde, puis en espérant que la transition, le retour vers le rock ne repasse pas par le new metal, rapcore là, de la fin des années 1990, dans Limp Bizkit, Korn, etc. C'était dur un petit peu, mais en même temps, regarde, s'il faut qu'on revive un retour de Limp Bizkit pour ramener le rock, je suis prêt à vivre ça. Ouais, puis on s'entend que nous autres, c'était vraiment dans nos années formatrices, là, le fin secondaire, cégep, on l'a vécu, là, la pleine vague du new metal. Puis il y a des affaires qui vieillissent pas si mal que ça, à mon avis. Là. Korn, pas si pire que ça. Un peu de Limp Korn, Bizkit je de temps l'ai en temps. jamais Ça réécouté, rock, je pense. Follow the Leader, là, ce disque-là. un bon album. Ouais, mais j'ai des souvenirs quand même assez nets, mais j'ai pas réécouté. Il faudrait que je retrouve un vieux CD qui traîne dans une vieille pochette en dessous de mon siège de char. J'ai sûrement ça en quelque part. Mais sinon, Rage Against the Machine, ça par exemple, c'était dans la même époque. Et ça, ça continue de vieillir très bien. Ça ne prend pas une ride, même c'est probablement encore plus pertinent que jamais. Si tu fies genre Tom Morello sur Twitter, Tom Morello, le guitariste de Rage Against the Machine, continue donc de partager les citations de leurs pièces, surtout à la lumière des événements politiques récents. Donc, bravo à Rage Against the Machine et merci d'avoir existé. D'ailleurs, il était même censé faire un retour sur scène l'année passée, en 2020. Mon frère avait acheté des billets pour Rage Against the Machine au Madison Square Garden, genre l'été passé. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Peut-être 2021. Mais comme 2020 a été une année de merde, on n'a pas eu droit à ce retour sur scène-là. Puis là, je vais l'avouer, vraiment tanné de le voir dans un écran, Mathieu. Le petit délai, ça me tue. Tu me manques énormément. J'ai hâte de te faire des câlins. J'ai hâte de te voir, je m'ennuie. Moi aussi. Énormément. Moi aussi. Espérons que 2021 sera le retour sur scène également du petit paquet. Qui sait, il y avait déjà eu, comme la soirée est encore jeune, il avait fait la place des festivals, là, maintenant dans un festival quelconque, genre Francophonie ou Festival de Juste pour rire. Hey, pensez au petit paquet là, sur scène, sur la place des festivals, là, genre Started from the bottom, now we're here, là, je pense. Ça. On va t'en remplir la place des festivals. Là. Ouais, amène-nous 150 000 personnes. Bienvenue au petit paquet, tout le monde. On espère que vous avez passé un beau temps des fêtes, tranquille en famille. Nous, c'est ce qu'on a fait. On en a profité pour se reposer. Stéphane est absent aujourd'hui, un petit empêchement. Monsieur, il hype qu'on fait un podcast, puis après ça, il ne peut pas être là. Ça, c'est du grand Stéphane. Mais on va se débrouiller. Bon, un podcast probablement qui va être plus positif, plus dans la bienveillance. Exactement. Puis on en a besoin en 2021 de bienveillance, de positivité. Là, justement, là, les discours toujours cyniques, très négatifs, là, je pense que ça a contribué à justement alourdir l'ambiance de beaucoup en 2020. Donc, nous arrivons à la rescousse. En même temps, des fois, on est cynique parce que c'est de la merde, le produit. Il faut aussi l'avouer. Là. Mais c'est quoi qu'on dit l'expression? T'as beau mettre genre du maquillage à un cochon, ça reste un cochon. Là. C'est un peu ça 2021. Fait que là, on va essayer, on va mettre un peu de maquillage sur le début de l'année 2021 en espérant que ce maquillage soit justifié. Malheureusement, j'ai pas le choix, avec tout ce qu'on a manqué depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai pas le choix de commencer avec l'événement le plus triste qui est arrivé dans le temps des fêtes. Le décès de Johnny Ober, mieux connu sous le nom de Brody Lee ou Luke Harper à la WWE, des suites d'une maladie pulmonaire qui était non reliée à la COVID. Moi, Mathieu, je vais t'avouer que celle-là, je l'ai trouvée tough. Elle est rentrée difficilement parce que, tu sais, quand on perd Pat Patterson, on se dit, bon, OK, c'est l'âge, c'est normal.
Entre guillemets, normal. C'est toujours triste, mais tu sais, c'est comme bon, OK, il est rendu à un certain âge. Quand on perd les gars qui ont abusé de certaines substances durant toute leur vie, c'est aussi triste, mais on se dit, bon, OK, il y a un peu des conséquences. Il y a une cause à effet qu'on peut voir clairement. Là, on parle d'un gars de 41 ans qui est en pleine forme physiquement, au pic de sa carrière, qui a un enfant du même âge que le mien, à peine quelques années plus vieux que moi, puis que là, tout d'un coup, disparaît out of nowhere. Moi, ça m'est rentré dedans assez solide, monsieur, je vais l'avouer. Non, c'est clair, je suis bien d'accord avec toi. Puis même encore, c'était quoi? C'était hier soir avec ma blonde, on faisait du rattrapage un petit peu. On a écouté le SmackDown de vendredi dernier. Puis, tu sais, l'émission commençait avec, bon, une espèce de diapositive là, en la mémoire de John Huber. Puis, même si j'ai passé quoi, les 2 dernières semaines, à constamment me faire rappeler que ce gars-là était mort, on dirait que ça restait toujours un petit peu surréel. On dirait que je l'ai jamais. J'ai de la difficulté à percevoir ça comme vrai. En même temps, je veux dire, c'est sûr que c'est vrai, non, on s'entend. Il n'y a aucune ambiguïté là, mais c'est tellement inattendu que moi aussi, comme tu dis, ça m'a vraiment affecté. Puis aussi, pour faire écho à ce que tu disais, c'est que, bon, quand on couvre la lutte, on est quand même habitué, malheureusement, à couvrir le décès mais c'est généralement d'anciens lutteurs. Et, tu sais, je pense à des gens plus comme toi, peut-être encore plus Stéphane, pour qui la lutte a toujours fait partie de sa vie. Il y a encore des souvenirs très, très clairs de sa jeunesse, comme des lutteurs qu'il aimait beaucoup. Et donc, quand tu vois des légendes mourir comme... je sais pas moi, Roddy Piper, je me souviens une couple d'années, il y avait des gens autour de moi qui étaient comme hey, cette mort-là m'affecte vraiment. Tu sais, moi, quand je voyais ces morts-là, j'étais comme je comprends rationnellement que cette personne-là est une légende de la lutte puis que ça peut affecter des gens. Et donc, je le respecte, mais simplement, tu sais, il y a une distance temporelle là, entre son âge d'or et le moment où moi-même j'ai apprécié ce que Roddy Piper faisait parce que je l'ai connu par des vidéos sur YouTube, mais toujours avec du décalage. Tandis que Brody Lee, il a fait partie de ma vie durant les 5-6 dernières années, la période durant laquelle dans ma vie je me suis le plus intéressé à la lutte. Donc c'est ça qui m'a vraiment rentrer dedans plus que n'importe qui d'autre. Au moins, ben, le gala hommage que la AEW a préparé à la dernière minute, forcément, pour Brody Lee, était un show absolument mémorable, très bien fait. J'ai trouvé aucune fausse note dans ce show-là. J'ai aimé, évidemment, que Dark Order gagne tous ses matchs. Là. Bon, ça, c'est sûr que c'est un peu accessoire, mais j'ai aimé la place qu'on a réservé au fils le plus vieux de Brody Lee, donc -1, qui rachetait une très grande portée émotive à ce show-là. Et aussi, c'est peut-être un détail accessoire. Bon, c'est aussi l'espèce d'apparition de Eric Rowan qui a été un des moments les plus touchants de la soirée. Ça a été très, très fort, mais un des moments clés que je me souviens de ce gala-là, c'est, bon, on était habitué de voir -1, le Brody Lee Jr., tout au long du show avec son masque de Dark Order. Et c'est dans le match durant lequel il y avait MJF, de voir MJF aller invectiver ce petit gars-là, lui, l'insulter, arracher son masque, cracher dans le masque. Je veux dire, j'ai pas vu grand-chose dans ma vie de fan de lutte qui a fait naître en moi autant de haine pour un lutteur. Et comme un de mes bons amis, Maxime Raymond, me faisait réaliser, c'est que oui, c'est comme un comportement... Hein, comment? On le salue, oui, c'est ça. Mais oui, donc c'est un comportement tout à fait haïssable de la part de MJF, mais il me faisait remarquer que si la AEW permet à MJF de faire quelque chose d'aussi immonde que ça nous permet de comprendre à quel point le gars derrière MJF est apprécié par ses collègues de travail, parce que genre si quelqu'un qui est vraiment baveux et haïssable pourrait jamais
commettre un blasphème du genre. Donc, mais et de voir Brody Lee Jr. lui donner un coup de bâton sur la tête, j'ai trouvé ça assez impressionnant. J'ai comme impressionné même par l'espèce de force de caractère que ce petit gars-là avait tout au long du show, là, parce qu'il était mis vraiment au cœur de ce spectacle-là. Puis, il réussissait à garder quand même son composure, là, comme on dit en anglais, là, c'est son sang-froid. Donc, bravo à lui. Puis, en tout cas, je pense que si on se fie à ce que tous les gens disaient dans ce gala-là, ben, visiblement, Brody Lee était très apprécié. Évidemment, quand quelqu'un meurt, c'est un peu des lieux communs là, de célébrer la qualité de la personne qui vient de mourir. Mais là, il y avait quelque chose vraiment là, qui résonnait, qui avait l'air très, très vrai. Puis quand tous les lutteurs disaient « on va prendre soin de ta famille, on va prendre soin de tes enfants », j'y croyais vraiment à ça. Puis je pense que justement, le traitement qui était réservé à sa famille dans le spectacle lui-même permettait d'y croire. Je suis entièrement d'accord avec toi. Brody Lee Jr., dans les circonstances, a fait. En même temps, il y a 8 ans, à quel point tout ça l'a vraiment frappé, à quel point il a réellement pris conscience de tout ça. Est-ce qu'il faisait juste s'amuser? En tout cas, au final, ça a été un excellent show. Bravo à Tony Khan, à toute l'équipe de la Elite Wrestling d'avoir réussi à mettre ça sur pied. On pense à le petit montage final. Tony Khan a libéré les droits à vie de la toune pour pouvoir que la promo puisse, que le petit vidéo puisse vivre jusqu'à la fin des temps. Là, il n'y aura pas de question d'autre. Les droits sont plus. On les avait juste pendant 1 an. Fait que là, la toune ne peut plus passer à la TV ou être jouée sur votre YouTube ou peu importe. Fait que c'est plein de petites choses. Les promos que tout le monde a fait. Eddie Kingston, il est malade. On sent comment ce gars-là, on voyait toute l'émotion qu'il avait, puis comment ça lui faisait mal. Puis il est rentré dans le ring avant il a rendu hommage à Brody, puis après ça, c'est comme, bon, ben là, il faut que je fasse mon méchant parce que c'est ma job. Mais on voyait à quel point ça l'avait touché. Beaucoup de monde dans le monde de la lutte. On pense à Biggie aussi, qui était un ami proche de John Ober. La femme de Brody, je ne sais jamais comment, s'il faut l'appeler John ou Brody, c'est toujours un peu awkward. Sa femme qui a fait un post sur les médias sociaux, justement, parce qu'il y a des gens qui voulaient, qui essaient de tourner ça un peu. C'est toujours encore la compétition WWE. Puis elle a fait un gros post avec une photo, justement, de Biggie en disant la lutte est une communauté, la lutte est on ne fait qu'un. Il faut oublier des fois là, les petites guéguerres de clochers dans lesquelles on a tendance à excusez mon téléphone. Puis on voyait bien justement on le voyait bien justement, cette espèce de grande communauté-là dans le montage vidéo là, à la fin de cet épisode-là, dans la mesure où c'était pas juste des images, mettons, de Johnny Ober à l'intérieur de la famille AEW et des images de lui avant la WWE. Là, on voyait beaucoup d'images de John Uber / Luke Harper / Brody Lee avec des membres du roster juste de WWE. Même quand je voyais ce montage-là, je me suis dit, mais est-ce que si la WWE avait eu à faire un montage, est-ce qu'elle aurait fait la même chose, elle? Est-ce qu'elle aurait osé montrer des images qui sont clairement liées à la AEW dans un contexte comme celui-ci? Évidemment, on peut juste parler sous forme d'hypothèse, mais j'avais l'impression que non. Donc, moi, j'ai trouvé ça très, très bon joueur de la part de AEW d'accepter de montrer ça. Du côté de la WWE, quelque chose qui j'ai trouvé bizarre, c'est vraiment juste un petit détail, mais justement, je parlais que j'ai fait mon rattrapage du dernier épisode de SmackDown. Il y avait plusieurs lutteurs qui avaient donc une espèce de armband sur lequel c'était écrit Brody. Je sais que Brody Lee, c'était son nom de lutteur dans les fédérations indépendantes. Avant, c'est redevenu son nom de lutteur lorsqu'il est allé du côté de AEW, mais tout au long de la période durant laquelle John Uber a lutté à la WWE, c'était Luke Harper. Donc, je trouvais ça bizarre qu'à l'intérieur... Je me serais attendu, en fait, à ce que sur les armbands soit écrit John ou Uber ou Harper, quelque chose du genre. Je trouvais ça bizarre que ce soit Brody qui soit écrit là. Puis il y avait beaucoup de gens qui le désignaient comme étant Brody. En tout cas, je trouvais que c'était bizarre un peu. C'est le nom principal qu'il a utilisé dans sa carrière. C'est le nom qu'il a utilisé sur les Indies pendant longtemps.
Là, tu sais, tu arrives à WWE, tu n'as pas le choix des fois de te faire donner une nouvelle identité, mais dès que tu repars, tu la reprends, c'est qu'il y a peut-être un attachement assez fort à cette identité-là. Et il y a aussi, je pense, Mathieu, la grosse partie, c'est que c'est aussi le nom de son plus vieux fils. Donc, en même temps, tu fais un lien vers Brody Jr., puis je pense qu'il y avait un peu de ça aussi dans ces hommages-là. Donc oui, beaucoup de gens ont porté le armband sur toutes les plateformes, sur toutes les shows. Tout le monde lui a rendu hommage. Un grand homme qui c'est très triste de l'avoir perdu. Donc nos sympathies à sa famille, à ses enfants. Puis il va nous manquer beaucoup. Oui, je veux dire, c'est effectivement absolument triste ce qui s'est passé. Puis ça me rappelait pour une nouvelle fois cette espèce de paradoxe. Shawn Michaels? Non, non, mais le monde de la lutte professionnelle est vu, et à juste titre, comme un lieu débordant de testostérone et de virilité, puis un peu attitude macho, mais en même temps, je pense que dans tous les domaines culturels ou sportifs, on voit, il n'y en a pas un autre où on voit autant d'hommes pleurer. Tu sais, il y a comme beaucoup de moments dans l'histoire de la lutte où tu vois des hommes adultes pleurer, puis ça, c'est comme très fort. Ça ajoute une portée émotive qui est très puissante. Donc ça, c'est juste un petit détail, mais bon, ça m'a rappelé ça. Dans le reste dans les autres sports, c'est rare. Bon, peut-être si quelqu'un gagne un championnat, un moment donné, il peut avoir un trop-plein d'émotions, mais en général, c'est ça, là, ça demeure quelque chose d'assez rare, presque tabou de voir des hommes pleurer, mais dans la lutte, qui est censé, en quelque sorte, être le domaine où les hommes alpha se trouvent, ben, c'est là qu'ils pleurent le plus. Puis à la limite, ben, tant mieux, parce que big man can cry too. Exactement. Sur ces belles paroles, on va enchaîner parce que là, on a quelques pions à se mettre pour réussir à se rendre à une idée, une chose que tu avais déjà mentionnée il y a quelques semaines. On va y aller pièce par pièce. On va y aller avec avant-hier, mercredi soir, à la All Elite Wrestling. Un affrontement Kenny Omega contre Rey Fénix, un excellent match dans lequel, après ça, Jon Moxley vient s'en mêler. Il y a de l'action. Et là, les Good Brothers, nos amis Anderson et Gallows, champions par équipe d'Impact, un peu ce qu'on espérait qu'il allait arriver quand cette alliance-là avec Impact est arrivée, ont fait une apparition pour venir attaquer tout le monde. Ça a été long avant qu'on vienne défendre Moxley, mais finalement, il y a des gens autour du ring qui sont venus. Mais les Good Brothers ont fait le ménage. Les Young Bucks, un moment donné, se sont pointés. On ne savait pas trop où ils se trouvaient, mais on finit par défendre Kenny et on termine avec le moment extrêmement fort du Too Sweet de toute la gang. Une pseudo-réunion du Bullet Club. C'est quoi tes émotions là, par rapport à tout ça? Ben, je veux dire, moi, j'ai suivi le Bullet Club quand même un peu à distance. Là. Ma relation avec la lutte japonaise, habituellement, se limitait pas mal au Wrestle Kingdom. Puis bon, à certains matchs clés, qu'on me disait « Hey, ce match-là, ça vaut vraiment la peine que tu l'écoutes. » Mais bon, je connaissais quand même forcément l'importance qu'avait eu le Bullet Club dans la lutte au cours de la dernière décennie, si on veut. Et je trouvais ça bien parce qu'il y a eu bien des moments, en fait, justement dans les dernières années où on dirait que l'échiquier était en train de se placer, puis on croyait voir un retour du Bullet Club. Justement, du côté de la WWE, bon, il y a eu The Club, qui n'était pas de Bullet Club, mais quasiment, c'était AJ Styles avec les Good Brothers, justement. Il y avait un moment, c'était quoi, le Raw 25e anniversaire, où, bon, ça évoquait un peu ça, mais là, c'était avec la clique, là, c'était plus un festival du Too Sweet. Et à chaque fois, je me demandais, je me posais la question, bon, le Bullet Club a été important et il est encore important dans sa plus récente mouture du côté du Japon avec Jay White notamment. Mais tu sais, souvent, quand la lutte essaie de recréer à nouveau quelque chose qui a été populaire par le passé,
il y a comme une excitation initiale quand on voit que c'est en train de se passer, mais ça a rarement été satisfaisant dans les semaines et dans les mois qui ont suivi. Donc, tu sais, forcément, j'ai trouvé ça cool comme moment. J'étais comme, ah, nice, tu sais, en plus, avec les Good Brothers qui arrivent, j'avais hâte de voir qu'est-ce qui allait se passer par la suite des choses, mais je peux pas faire autrement que de me garder une petite gêne, en quelque sorte, de ne pas me créer des attentes qui sont trop hautes, surtout dans la mesure où, c'est ça, là, ça ne pourra pas être officiellement de Bullet Club, parce que le vrai Bullet Club existe encore, puis c'est plus eux autres. Donc c'est ça, c'est le fun, mais on dirait que je me demande où ils vont aller avec ça. Okay. Deuxième morceau du casse-tête. On s'en va du côté du Japon. Le 4 et le 5, c'était Wrestle Kingdom. Excellent show, je pense, en général. Moi, personnellement, j'ai préféré le soir 1. Je trouvais qu'il y avait plus de grands matchs. On dirait que les matchs que je voulais voir étaient tous sur la première soirée, même si White et Ibushi ont quand même fait un excellent match dans le soir 2. Puis il y a aussi Jeff Cobb qui a eu tout un combat, mais en gros, on avait la double défense, la défense des deux titres de Naito contre Ibushi en premier soir. Ibushi a finalement réussi à l'emporter. C'était un excellent match. Il réussit à défendre contre Jay White le lendemain. Situation un peu particulière avec Jay White, parce que là, après le show en conférence de presse, un peu break it down, il a dit que c'était terminé. On ne sait pas trop là, si ça voulait dire la lutte ou juste New Japan. Il a dit qu'il allait se pointer au show. Magnifique. Cette conférence de presse slash promo-là. En fait, j'ai regardé juste des highlights de Wrestle Kingdom parce que, bon, j'avais pas accès au spectacle lui-même. La première chose que j'ai vue, c'était justement ça, parce que c'était disponible sur YouTube, là, cette promo-là, puis j'étais vraiment impressionné parce que c'est rare qu'on montre des méchants, des perdants dans une telle position de vulnérabilité, puis ça, j'ai trouvé que ça apportait vraiment une belle profondeur à son personnage. Donc, est-ce que c'est du storyline ou pas? C'est ça qui va être intéressant de suivre parce que là, on a... C'est ça que je suis pas sûr, honnêtement, que c'est du storyline. C'était peut-être juste une manière pour lui de préparer une sortie. On sait que la plupart des contrats, justement, se terminent après Wrestle Kingdom. Fait que c'est ce qui est arrivé à Shinsuke, à AJ. C'est après leur gros... Ils finissaient à Wrestle Kingdom, puis après ça, c'était terminé. Fait que là, t'as un gars qui, bon, clairement... que ce soit à cause d'une absence d'intérêt de la WWE ou pour des raisons personnelles, qui lui, l'Amérique, la WWE n'était pas nécessairement quelque chose qui l'intéressait, mais là, tu as une autre option maintenant qui existe aux États-Unis qui semble être beaucoup plus appréciée, beaucoup plus intéressante pour ces gars-là de type plus indie, qui est la All Elite Wrestling. Donc ça, c'est un deuxième morceau du casse-tête. Puis le troisième morceau, c'est que là, maintenant, Ibushi est champion. On a parlé de ce rêve-là, d'un Kenny Omega qui se promène et qui ramasse des ceintures. T'as ton meilleur ami, la personne de qui il est plus proche, qui est champion au Japon. T'as le leader actuel du Bullet Club qui, là, tout d'un coup, n'est plus... techniquement sous contrat au Japon jusqu'à ce qu'on ait une confirmation si c'est un storyline ou pas. Mais leader du Bullet Club, là, il y a une espèce de reformation d'un pseudo Bullet Club aux États-Unis à l'All Elite. Il y a beaucoup de choses intéressantes là-dessus là, qui pourraient se rapprocher. Bon, là, on fantasy pas que c'est très possible qu'il n'y ait rien de tout ça qui arrive. Mais c'est facile de voir la situation actuelle et d'imaginer plein de scénarios vraiment intéressant puis vraiment le fun. Surtout que si je ne m'abuse, je crois que je pense que c'est passé vite là, dans Wrestle Kingdom, mais il me semble qu'ils ont annoncé que d'ici peu, la New Japan Pro Wrestling serait diffusée aux États-Unis en anglais.
Oui. Donc, deviendrait un nouveau joueur. Et là, bon, ben, c'est sûr qu'au cours des derniers mois, quand j'évoquais cette possibilité de collaboration entre AEW et New Japan, là, vous m'avez fait un reality check là, en me parlant de toutes les rivalités entre fédérations puis les associations avec le Mexique aussi. Puis là, bon, ça m'a fait prendre un petit peu de recul par rapport à cette idée-là. Mais bon, dans la C'est notre logique... job, Mathieu. C'est notre job, Mathieu, quand tu es trop enthousiaste de te C'est ramener ça. sur Terre. Mais là, Uh-huh. on s'approche de ce scénario. Je crois encore que ça n'arrivera pas pour Ouais. toutes les raisons. Moi, je pense qu'avec si la New Japan essaie vraiment de percer le marché américain avec la télé, entre autres, ils ne s'associeront pas à une grosse fédération américaine. Ceci Uh-huh. étant dit, la possibilité est là, puis elle est dure de pas s'exciter à ce que ça puisse arriver. Mhm. C'est clair, c'est clair. Mais j'avoue que j'avais pas pensé là, à la possibilité de voir Jay White traverser l'océan puis comme amener avec lui le Bullet Club. J'avoue que les pions se placent. On peut pas prévoir l'avenir, mais ça pourrait être intéressant quand même. Je suis bien d'accord. Ça Reste sera à à voir. suivre. Je sais pas de quoi ont l'air les contrats de Finn Balor puis de AJ Styles du côté de la WWE. Si éventuellement tout le monde va se ramasser là pour faire le gros méga Bullet Club. Mais ce que j'aime aussi par Ça, je rapport penserais pas. non, ça, je ne penserais pas. Là. Je vais juste dire n'importe quoi. Mais ce que j'aime aussi, c'est. Bon, ça nous permet de revenir avec la situation de la mort de Brody Lee. C'est que traditionnellement, bon, Dark Order, c'était une faction méchante. Ou du moins, ça donnait cette impression-là. Sauf qu'au fil de la dernière année, surtout à travers Being the Elite, c'était dur de ne pas développer de la sympathie, un attachement pour cette gang de lutteurs et de lutteuses-là qui ont quand même l'air d'avoir du fun ensemble. On finit par avoir envie de faire partie de la gang. Et là, mais peut-être que justement, avec malheureusement la mort de Brody Lee, qui crée encore plus de sympathie pour Dark Order, et là, avec Hangman Page, qui se rapproche de plus en plus de ce groupe-là, qui pourrait s'imposer comme leur nouveau leader, ben, peut-être que tu pourrais te retrouver avec Dark Order, une grosse faction gentille qui pourrait faire le contrepoids d'un Bullet Club méchant au sein de la AEW. Donc, ça aussi, je pense que ça pourrait bien fonctionner. Puis surtout que la rivalité entre Kenny Omega et Adam Page se fait naturellement. Donc, il y a beaucoup de raisons quand même d'avoir de l'enthousiasme. Mais c'est ça, on dirait que c'est un mécanisme de défense quand je disais tout à l'heure que je voulais pas trop m'enthousiasmer parce que justement, le passé nous a souvent déçus. Mais la AEW, elle n'existe pas depuis longtemps, mais n'a pas eu beaucoup l'occasion de nous décevoir. Les déceptions venaient souvent du côté de la WWE. Donc, on peut donner la chance aux coureurs et espérer que les choses vont être bien faites de ce côté-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis tu touches vraiment un bon point justement par rapport au Dark Order. Là, on les a pas trop utilisés dans l'épisode de cette semaine. Justement, je pense que parce que là, on a besoin de marquer juste une toute distance avec le décès de Brody Lee. Mais effectivement, je pense que toutes les mécaniques est là pour pouvoir les ramener comme étant une faction face. Là, je pense que présentement, c'est un peu ça la situation. Le Dark Order va être très dur à huer dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Donc, peut-être que justement, il y a moyen de tourner cet événement triste-là en du positif qui vont nous amener des storylines intéressantes peut-être pour la suite. Je veux t'amener un petit peu du côté de la WWE, Mathieu. Entre autres, justement, tu me dis que tu as écouté l'épisode de SmackDown de cette semaine. Goldberg est de retour pour affronter McIntyre. Oldberg, comme certaines personnes le nomment, je n'haïs pas ça. Avec raison. Là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que là, on n'a pas l'habitude de ramener Goldberg pour le faire perdre. On se rappelle qu'il nous a squashé Kevin Owens comme champion, il a squashé The Fiend. Je veux dire, on n'a laissé que des grosses pointures battre Goldberg. Est-ce qu'on va réellement donner Drew McIntyre à Goldberg? Je peux pas croire. Non, j'ai de la misère à le croire aussi. Là, dans le fond, c'est ça. Il a challengé pour un match de championnat, la ceinture WWE, au Royal Rumble. Donc,
logiquement, il ne ferait pas partie du Rumble lui-même. Parce que ce qu'on entendait, les rumeurs au cours des dernières semaines, c'est qu'on envisageait pour WrestleMania de faire Roman Reigns contre Goldberg, qui ne m'aurait pas enthousiasmé davantage, on s'entend. Donc moi, ça a été initialement ça ma surprise de voir qu'on le mettait dans le chemin de McIntyre à la place. Donc là, on dirait que je vois mal comment on pourrait faire la transition, comment à partir du point où on est présentement, on pourrait aboutir à Goldberg contre Roman Reigns à WrestleMania. Si en bout de ligne, c'est plus ça l'objectif, tant mieux, parce que moi, c'était pas un match qui m'intéressait. Mais là, je sais pas. Peut-être que je suis naïf, mais je pense que on peut plus. Le personnage de Goldberg est rendu trop vieux, justement. Tu disais Goldberg, je crois que le montrer comme étant, encore une fois, une force de la nature qui demeure meilleur que les meilleurs du roster actuel de la WWE, qui sont dans la fleur de l'âge, qui sont au sommet de leur forme, c'est plus crédible. Donc peut-être que justement, ça pourrait être le moment où on vient tirer la plug, en quelque sorte, sur Goldberg, lui donner une défaite importante pour briser son aura. En fait, je pense que ça n'aurait pas été nécessaire. Je pense qu'on aurait pu juste jamais le ramener dans le ring, puis ça aurait été aussi efficace. Mais là, si on veut donner un gros win à Drew, si on veut donner un gros win à Drew avant Mania pour continuer de l'établir comme une figure majeure, comme la star montante, ça peut avoir son utilité. C'est juste que j'ai peur que c'est pas là qu'on va aller. Non, effectivement. Puis surtout que les deux fois où, justement, on a ramené Goldberg pour squasher des champions majeurs comme Owens puis The Fiend, en bout de ligne, il n'y a rien qui a été fait avec ça. Après, Goldberg est resté champion pendant, 2-3 mois à chaque fois, à peine de défense de championnat. Puis bon, il n'y a jamais rien fait de mémorable avec ces règnes-là. Les seules choses mémorables, c'était les surprises de le voir justement battre des champions qui étaient censés être forts. Donc là, non, je vois vraiment pas l'intérêt de ça. Moi, j'espère en fait qu'on va donner un gros win à McIntyre. N'oublions pas que McIntyre, c'est lui qui avait eu raison de Brock Lesnar au Royal Rumble l'année dernière. Ça va être un moment pivot très, très, très important dans sa carrière. Parce que, justement, Brock Lesnar, surtout de la manière selon laquelle le Rumble lui-même de l'année dernière avait été booké, il était présenté comme étant vraiment imbattable, plus fort que la Ligue. Donc là, on sait que l'autre lutteur trop fort pour la Ligue dans l'écosystème de la WWE, c'est Goldberg. Si on donne ce win-là à McIntyre, ça vient effectivement cimenter sa position d'une façon très nette. Puis j'avoue que j'avais fini par perdre ça de vue, mais souvenons-nous qu'on avait vu à Survivor Series, on avait particulièrement apprécié le clash entre McIntyre et Roman Reigns. Là, ce qu'on voit du côté de SmackDown, c'est qu'on semble manquer de babyface qui peuvent être vraiment une menace pour Roman Reigns. Donc, en bout de ligne, si on utilise une victoire de Drew McIntyre sur Goldberg pour cimenter encore plus la puissance de McIntyre et que ça finit par culminer à Reigns contre McIntyre à WrestleMania, tant mieux. Le seul problème dans ce plan-là, c'est que on va quand même se ramasser avec un gagnant du Royal Rumble qui a le droit de challenger pour un des championnats principaux de son choix. Le gagnant du Royal Rumble ne va pas challenger pour le championnat des États-Unis. Il va challenger pour sa tour principale. Peut-être un triple threat, je ne sais pas. En tout cas, le Royal Rumble va être intéressant à voir justement pour ça. On sait que c'est le réel début de la route vers WrestleMania, de toute façon, toutes les années. Donc, ça va être intéressant de suivre ça. Puis, juste un petit mot, ça a été, et encore là, quand tu ramènes des gens qui sont pas plus habitués nécessairement tant que ça de faire de la live TV, à la WWE, apparemment, ces temps-ci, c'est très... tout est très dernière minute. Il y a beaucoup les scénarios se font tard. Il y a des changements des fois jusqu'au début des shows. C'est un peu encore le chaos ces derniers temps du côté des shows de la I. Puis,
le show de SmackDown a été un show qui a pris du retard. Puis quand ils sont arrivés à la promo McIntyre-Goldberg, il y avait des choses que Goldberg référençait comme un manque de respect de Drew, whatever, qui avaient été des choses qui avaient été coupées dans le show qu'on n'avait pas vues, qui n'avaient pas été faites. Puis Goldberg n'a pas eu la présence d'esprit ou les capacités d'improviser puis d'y aller ailleurs. Il a juste récité ses lignes comme prévu, qui ne faisaient pas de sens avec ce qu'on avait vu. Puis heureusement, Drew a, lui, improvisé en sortant la ligne du j'aurais l'impression de me battre avec mon père. C'est pour essayer de créer, de l'amener ce non-respect-là qu'on n'avait pas vu avant. Mais c'était un peu. Tout ça était un peu awkward. Ça n'a pas été fait de la meilleure manière du monde. Et c'est ça. Est-ce que c'est à cause. Est-ce que Goldberg a juste pas ce qu'il faut pour suivre la POC quand il y a des affaires de même qui arrivent? J'ai l'impression qu'on manquait de temps aussi, pas juste dans la préparation, mais dans l'exécution de la fin. C'était à Raw, en fait, lundi dernier. Puis, visiblement, ils ont été rushés parce que bon, le main event, c'était McIntyre contre Keith Lee. Bon, mais évidemment, McIntyre a gagné. Mais tout de suite après le match, les deux se sont fait un fist bump et McIntyre, visiblement, a pris le micro pour essayer de féliciter, rehausser Keith Lee dans la défaite. Mais aussitôt qu'il a pris le micro, c'était la musique de Goldberg qui est arrivée. Puis là, on dirait qu'il y avait quelque chose comme 1 minute et demie pour faire leur angle final. Puis ça n'a pas eu la portée espérée. Là. Plutôt que de faire comme « Oh, il y a quelque chose d'important qui se passe », on dirait que on se sentait bousculé, en quelque sorte, là, dans cette fin d'émission. Entièrement d'accord. C'est ça. C'est les reports qu'on entend, là, qu'il était très... on appelle ça être lourd en termes de TV, là, quand on déborde et qu'on manque de temps. Je te ramène sur quelque chose que tu viens justement de mentionner, la situation des faces à SmackDown. Il y avait des fortes rumeurs que Damon Priest était dû pour un call-up, qu'au début, on voulait l'amener comme étant le partenaire de KO pour affronter Reigns et Jay. Et KO a dit comme non, et puis là on voulait qu'il se pointe, que KO fasse comme c'est mon meilleur ami puis il vient me backer ou quelque chose du genre. KO était comme ça fait pas de sens qu'on dise qu'il est mon meilleur ami nowhere. Tu sais, je veux dire, on n'a pas de nécessairement de passé ensemble. Puis Roman était d'accord, puis c'est Roman qui a fait comme arrêter cette idée d'angle-là. Mais il y a un call-up qui s'en vient probablement éventuellement pour Damon Priest quand même. C'est intéressant un peu de voir tout ça aller. Oui, c'est intéressant. Moi, j'avoue que, voir Damien Priest arriver à SmackDown comme le sauveur des babyface, c'est pas comme un moment de TV qui me ferait particulièrement popper. Là. Je le trouve pas imbuvable, Damien Priest, mais dans ma tête, c'est un mid-carder. Là. C'est pas comme un challenger à une grosse ceinture qui est vraiment crédible. Puis, je suis comme rassuré qu'il y ait reculer sur cette idée-là, dans la mesure où non seulement c'est vrai que ça n'aurait pas eu de sens qu'il soit présenté, lui en particulier, comme le meilleur ami de KO qui vient le sauver, mais le fait qu'on ait même envisagé cette idée-là, ça nous rappelle à quel point, des fois, les scénaristes de WWE oublient les histoires qu'ils sont eux-mêmes en train de raconter, parce qu'un des intérêts principaux de l'histoire actuelle de Kevin Owens et de Roman Reigns, c'est qu'il s'est tellement aliéné le reste du vestiaire en trahissant tous les autres lutteurs par le passé que, alors que traditionnellement, lorsqu'un babyface se fait sacrer une volée par des méchants, il y a toujours d'autres gens qui viennent le sauver. Là, Kevin Owens n'a plus d'alliés pour venir le sauver. Donc, il est laissé seul à lui-même. Et c'est ça qui rend cette histoire-là intéressante. C'est ça qui permet à cette histoire-là de se distinguer des autres. Donc là, si on avait vu Damien Priest arriver, ça aurait comme simplement tout gâché ce qui est en train d'être fait avec ça. Honnêtement, j'ai pas de grandes attentes de voir en bout de ligne Kevin Owens ressortir victorieux ou ressortir très, très... disons, même juste élevé de cette rivalité-là, mais au moins, chiez pas dans la pelle quand vous êtes en plein milieu de votre histoire. Là. Donnez-nous, rendez-vous à la fin en étant cohérent, mais bon, ça, surtout si les choses sont écrites à la dernière minute, puis réécrits, c'est pas surprenant que des fois, il y ait des lignes, des fils conducteurs qui se perdent.
Je veux pas te mettre on the spot parce que j'ai aucune idée si tu l'as vu. Parce que moi, je ne l'ai pas vu. Mais à New Year's Evil, le dernier show d'NXT, c'était l'affrontement pour le titre entre Finn Balor et Kyle O'Reilly, qui apparemment a été un excellent match. Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas écouté encore, c'est pour ça que je ne veux pas te mettre Non, on the moi spot. non plus. Je veux dire, dans la dernière semaine, il y avait tellement de luttes à regarder. Là, oui. que... Jetez un coup d'œil là-dessus, les amis. Là, au pire, on s'en reparlera dans les prochaines semaines, mais apparemment, ça a été un bon combat. Il y a un Real Replay aussi qui a un call-up probablement là, très bientôt. Fait que ça, on a hâte de voir ça. Mathieu, on a pas mal fait le tour. Où t'en es, là? La chose qu'on me demande, moi, dans la rue, quand je vais à l'épicerie, partout, c'est quoi les derniers films côté 1 que Mathieu a écouté? Fait que là, on veut... Le public veut savoir, Mathieu. La semaine dernière, il y a 2 jours, en fait, j'ai écouté Singin' in the Rain, que je n'avais jamais vu, donc comédie musicale avec Gene Kelly, qui est forcément un classique, hein, comme tous les films côté 1, mais je connaissais pas grand-chose, en fait, de ce film-là, je ne l'avais jamais vu, puis si justement, là, vous filez un peu tristounet, là, vous avez besoin d'un remontant. C'est de loin, de tous les films côté 1 que j'ai vus jusqu'à présent, le plus heureux. Là. Tout le monde est souriant. Tu ne peux pas regarder ce film-là sans avoir un smile d'en face tout au long. C'est aussi, des fois, on a l'impression que des films côté 1, là, on va se prendre la tête, puis c'est une espèce de... Ouais. C'est de la masturbation intellectuelle, etc. Là, c'est pas le cas. Là. C'est un film qui demeure très, très, très accessible. T'sais, en fond, les raisons pour lesquelles un film peut être jugé comme étant côté 1, généralement, c'est si le film a permis une avancée majeure, soit technique ou a comme une grande profondeur psychologique, etc. Mais aussi, on peut considérer comme côté 1 un film qui est jugé comme le meilleur de son genre ou le meilleur de son sous-genre. Et donc, dans le sous-genre de la comédie musicale, peu d'autres films arrivent à la cheville de Singin' in the Rain. Il y en a d'autres, par contre, qui sont côté 1. Je sais qu'éventuellement, je vais avoir écouté West Side Story, que je n'ai jamais vu, qui est aussi une comédie musicale. Il y avait Les Parapluies de Cherbourg aussi, qui n'est pas vraiment une comédie musicale, mais un film musical encore. Et là, encore plus, du début à la fin dans Les Parapluies de Cherbourg, ça ne fait que chanter, contrairement dans Singin' in the Rain. Et sinon, la semaine d'avant, je me disais, c'est le temps des fêtes, on a un peu plus de temps. Je me suis lancé dans un des plus longs films de la liste, c'est-à-dire Lawrence of Arabia, que je n'avais jamais vu. Donc, un bon 3h47 que je dois avouer, on a regardé en 2 soirs, là, parce qu'à un moment donné, ça devient long un peu, mais... Un film d'une très grande complexité, visuellement très, très beau. Là. Je regrettais de ne pas avoir vu ce film-là sur grand écran, mais bon, ces temps-ci, c'est pas nécessairement facile d'avoir accès à des grands écrans. J'ai dû me contenter de ma 40 pouces dans mon salon. Mais des fois, difficile à suivre d'un point de vue de la psychologie du personnage principal, mais en même temps, c'est ça qui donne de la profondeur au film. Donc, grand classique. Il me reste 2 films plus longs que ça à regarder. Once Upon a Time in America de Sergio Leone. Ouais. Et il y a aussi un film sur Napoléon qui dure quelque chose comme 5h30. Que je ne sais pas où je vais le trouver, là, mais il fait partie de pourquoi? Ma question, c'est pourquoi? C'est 5h30, c'est une minute. Peu importe. C'est faut vraiment que tu ailles... Ça prend vraiment un artiste qui refuse de couper et de faire quelques concessions que ce soit pour le bienfait du public. Tu parles de comédie musicale. Moi, j'ai écouté Hamilton sur Disney+, dans le temps des fêtes. Et c'est quelque chose. Pour vrai, je suis vraiment pas un fan du style. C'est pas, à la base, j'ai fait play avec ma blonde pour lui faire plaisir. Puis, au début, j'étais comme OK, j'étais pas trop sûr. Puis finalement, c'est d'une qualité assez spectaculaire. Ça vaut la peine. Si vous avez un abonnement Disney+ pour vos enfants, prenez la peine de l'écouter, ça vaut la peine. Je termine, comme d'habitude, en vous montrant ces 2 belles choses-là. On vous recommande fortement d'aller dans vos libraires québécois préférés pour acheter 2 excellents romans de la part d'un certain Mathieu Poulain. Je le connais pas. Il me semble bien sympathique, ce jeune homme. Un auteur de la marge. Un auteur de la marge. Mais non, il est sur le bord d'exploser. C'est ça l'affaire. Achetez ces livres-là maintenant parce que vous allez pouvoir dire... Moi, je l'ai connu là, avant qu'il devienne big, qu'il vende des best-sellers, puis qu'il soit le nouveau John Grisham. Avant qu'il fasse la place des festivals avec le petit paquet.
Exactement. Donc, allez checker les livres à Mathieu. Continuez de faire attention à vous autres. C'est une situation pas évidente en plus, là, présentement, avec le confinement qui se continue. Mais soyons responsables, faisons attention tout le monde. Puis, ça va bien aller, on le dit souvent. Merci à. Check bien ça. Dans la liste des noms cool, là, Olivier Wolfgang Côté-Salambier, là, c'est quand même pas pire. Ça, c'est le nom du gars à la console qu'on remercie. Bravo. On remercie beaucoup, Olivier. Et puis on salue Stéphane, qui mange de la merde, lui, dans le fond. Il avait juste à être là. C'est ça. Ah oui, by the way, juste une petite note pour Stéphane. Là, dans pas long, on va partir la musique de fin. Là. Puis c'est à ce moment-là qu'il faut que tu coupes le podcast. Parce qu'il faut que tu arrêtes. Il faut que tu mettes un out là. Et les conversations qu'on a après, là, quand on se dit OK, bye-bye, on se reparle la semaine prochaine. Bon, ça, il faut que tu l'enlèves, ça. C'est pas supposé aller dans le show, Stéphane. Au moins, on n'avait rien dit de trop lourd à ce moment-là. Heureusement, ça a été ça. Façade de gentil garçon. Quand ça a sorti, là, qu'on avait comme laissé du stock d'après, ma première, c'était comme qu'est-ce qu'on a dit? Puis finalement, heureusement, c'était pas si pire. Merci tout le monde. Continuez d'être là, continuez de nous écouter, d'interagir avec nous autres sur la page Facebook. On apprécie toujours vos commentaires. Faites attention à vous autres, puis on se reparle très bientôt. Ciao! Tout le là!